L'administration américaine devrait accepter la réponse iranienne au lieu de faire des déclarations irresponsables. Il devrait conseiller au pays de soutenir l'entité sioniste en appréciant notre comportement responsable et en l'avertissant de ne pas prendre d'autres mesures contre nous et des conséquences qu'il y aurait s'il prenait des mesures de rétorsion. S'il y avait des actions réelles envers Israël, l'Iran n'aurait pas eu recours à une action militaire. Siavash Ghazi, merci d'être avec nous encore une fois. Quel est l'état d'esprit du côté de Téhéran? Est-ce que ces déclarations du porte-parole, encore une fois, du ministère des Affaires étrangères est un reflet de ce que pense le pouvoir en Iran? Oui, absolument. Les différents responsables iraniens depuis hier répètent, sont sur la même position. L'affaire est terminée aux yeux de Téhéran, donc pas besoin donc de poursuivre l'opération contre Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également donné des précisions. Il a affirmé que selon Téhéran, il voulait donner une leçon à Israël après l'attaque contre son consulat, qui avait fait 16 morts, notamment 2 chefs des gardiens de la révolution. Il faut savoir que depuis la mi-octobre, il y a eu une quinzaine d'opérations israéliennes en Syrie ou attribuées à Israël, en tout cas en Syrie, visant directement des responsables iraniens, des commandants des gardiens de la révolution, donc qui sont basés donc à l'invitation du gouvernement officiel syrien, donc qui travaille donc avec l'armée syrienne, et donc l'attaque contre le consulat, c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le vase aux yeux de Téhéran. Mais maintenant, la vase aux yeux de Téhéran. Mais maintenant, l'affaire est terminée pour Téhéran et on cherche la désescalade. On ne veut pas aller plus loin. Mais dans le même temps, le pouvoir iranien a clairement indiqué que si jamais Israël s'en prenait à l'Iran ou aux intérêts iraniens dans la région, en particulier en Syrie, à ce moment-là, il y aura donc une action beaucoup plus dure, 10 fois plus dure, a même affirmé le Conseil suprême de la sécurité nationale. Alors, il faut savoir que côté population, la vie est redevenue totalement normale. Donc, les activités dans les 2 aéroports de Téhéran, mais aussi des aéroports de l'ensemble du pays sont redevenus normales depuis ce matin. Et donc, il y a moins d'inquiétude que quant à la possibilité d'une frappe, d'une riposte israélienne, puisque c'est le baromètre un peu de la situation et des tensions qui existent dans le pays. Le rial iranien a même repris de sa valeur par rapport au dollar, ce qui montre qu'il y a beaucoup moins d'inquiétude actuellement qu'il y a par exemple une semaine avant l'attaque. Siavash Ghazi, juste une toute petite précision pour être sûr de bien vous avoir entendu. Téhéran ripostera plus durement encore si jamais l'Iran était touché, mais également ses alliés, ceux que l'on appelle les proxys, on est bien d'accord? Ce qui revient à dire qu'Israël ne peut pas frapper et ne peut pas riposter. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, ce que disent les autorités iraniennes, c'est que si Israël frappe le sol iranien ou les intérêts de Téhéran, par exemple, des bases militaires iraniennes en Syrie, par exemple, ou des centres iraniens en Syrie ou ailleurs dans la région, à ce moment-là, l'Iran ripostera. Ça ne concerne pas les alliés ou ce qu'on appelle les proxys de Téhéran, mais ça concerne l'Iran et ses intérêts directs, c'est-à-dire par exemple si Israël frappe par exemple des commandants des gardiens de la révolution en Syrie par exemple. À ce moment-là, l'Iran dit on va réagir et on frappera de nouveau. Merci beaucoup, Siavash Ghazi. Très, très intéressante cette précision. Oui, comme à Damas, avec ce chef des gardiens de la Révolution. Le distinguo, pardon pour l'expression, mais est important. C'est-à-dire que l'Iran dit on ne touche pas l'Iran ou ses représentations. Pour le reste, on ne déclare rien. A contrario, ça veut dire aussi qu'il continue à se réserver la possibilité d'attaquer Israël par l'intermédiaire des proxys. Oui, mais là, visiblement, voilà. les Iraniens... On sanctuarise le territoire iranien, on sanctuarise les bases iraniennes à l'extérieur, on sanctuarise les missions diplomatiques, évidemment, mais apparemment, on ne parle pas des autres. Ça veut dire qu'on dit aux Israéliens, si vous voulez, à la limite, si vous attaquez les Houthis ou le Hezbollah, bon, voilà, hein. Téhéran c'est ce qu'on a cru comprendre, Téhéran ne répondra pas. Alors, c'est pas une attaque si je puis m'exprimer ainsi, existentielle.
Donc il y a une espèce de sanctuarisation, comme on pourrait d'ailleurs, c'est un peu dans la problématique de la dissuasion, y compris la dissuasion nucléaire. Hein. Mais derrière, en filigrane derrière tout ça, il y a aussi pour les Téhéran la nécessité d'avoir un temps de paix, de tranquillité, enfin de paix, un grand mot, mais de tranquillité, parce qu'il y a toujours le programme nucléaire qui est derrière. Et c'est vrai que si aujourd'hui il y a une opération très musclée qui n'est probablement pas envisageable pour les raisons que vous avez évoquées, puis aussi le fait que les Israéliens ne disposent pas des armes nécessaires pour aller faire péter les bunkers. Il n'y a que les Américains qui ont ces grosses bombes. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant comme distinguo. Ça veut dire que là, on est arrivé à un point. C'est assez subtil d'ailleurs. Il faut bien reconnaître que la position de l'Iran, elle est assez subtile. Elle a marqué son territoire. Elle a dit voilà la ligne rouge que vous ne pouvez pas dépasser, c'est de nous attaquer nous directement. Nous on l'a fait, mais simplement pour vous montrer qu'il ne fallait pas nous attaquer. Et on l'a fait de telle manière qu'on s'est dit finalement, ça va pas être si grave chez vous. Bon. Tout ça, bien sûr, c'est à relativiser, mais c'est quand même un petit peu les messages qu'on peut décrypter derrière tout ça. Enfin, c'est un message qu'on a dû recevoir du côté du Liban et du Hezbollah, parce que si Tsahal décide d'attaquer le Liban, il n'y aurait normalement, à l'heure où nous parlons, il est 16h35, pas de réponse de Téhéran. On accueille le général Bernard Lorlin. Merci d'être avec nous. Pourquoi on vous accueille? Notamment parce que vous êtes un spécialiste des questions nucléaires. Vous avez esquissé le sujet. On va parler du nucléaire iranien et notamment d'un très intéressant rapport qui est passé un peu inaperçu. Il nous est parvenu jeudi, je crois, en fin de journée de l'AIEA sur les avancées iraniennes en matière de nucléaire. Et vous allez voir qu'il se passe quand même beaucoup de choses et des choses inquiétantes. On va d'ailleurs faire le point tout de suite avec vous, Lydie Harouche, sur ces avancées conséquentes du programme nucléaire iranien. Le Washington Post qui a révélé comment l'Iran a considérablement augmenté ses activités sur le nucléaire. On va voir une carte justement du pays avec les sites d'enrichissement d'uranium qui sont présents à l'intérieur. Et c'est sur le site de Fordo que l'on voit ici en rouge au centre du pays que cette activité, elle s'est intensifiée selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle inspecte régulièrement l'installation et en février, elle a fait état d'une expansion significative qui pourrait, même selon elle, doubler sa production. L'Iran qui s'est aussi lancé dans la construction d'un nouveau réacteur à Ispahan, on le voit dans le centre du pays là aussi. Et en plus de cela, Téhéran, toujours selon l'AIEA, enrichit une quantité croissante d'uranium à un niveau proche de celui utilisé pour les armes atomiques, c'est-à-dire à 90%, dépassant largement le seuil qui est autorisé. Et ce n'est pas nouveau, déjà depuis 2018 et le retrait, on s'en souvient, de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Eh bien, Téhéran en avait profité pour augmenter sa production d'uranium enrichi jusqu'à 60%. Jusqu'ici, l'accord, on le rappelle, lui autorisait à aller jusqu'à seulement 3,67%. L'Iran qui a donc jusqu'à 27 fois atteint la limite autorisée. Et Téhéran joue avec le feu, puisque de responsables l'affirment aujourd'hui, le pays dispose d'une quantité suffisante d'uranium jusqu'à 3 fois pour créer une bombe nucléaire. Et certains vont jusqu'à avancer que la création d'une bombe dite rudimentaire pourrait leur prendre 6 mois. La production d'un ogive capable d'être montée sur un missile jusqu'à 2 ans. Des informations qui évidemment sont impossibles à vérifier. D'ailleurs, Téhéran nie vouloir s'en doter. Écoutez tout de même, Raphaël Grossi, c'est le directeur de l'AIEA qui lui se montre inquiet pour sa part. Je ne dispose d'aucune information indiquant que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire, mais j'entends ce qu'ils disent et je pose des questions. Deuxièmement, je dirais que l'Iran est le seul pays qui ne possède pas d'armes nucléaires et qui accumule de l'uranium enrichi à 60%, ce qui est très élevé. Alors Lydie, quelles sont les sanctions possibles, si sanctions il y a ? On l'entendait, Israël a réclamé des sanctions en parlant, vous le disiez, de ce mécanisme de snapback. C'est en fait une clause qui a été obtenue sous l'administration Obama en 2015 et qui permet aux membres de l'accord sur le nucléaire iranien, en cas de triche iranienne, de réimposer de snapback, donc toutes les sanctions contre l'Iran. Et cela sans craindre, vous le voyez, de veto d'un autre État. Des sanctions jusqu'ici levées en échange de l'engagement iranien, bien sûr, à ne pas mener d'activités nucléaires à des fins militaires, en tout cas depuis hier. On assiste à une diplomatie de crise. Il y a eu cette réunion en urgence du G7. Aujourd'hui, on a les ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE qui vont tenir une nouvelle réunion d'urgence.
Merci beaucoup, Lydie Arrou. Général Bernard Norlin, je reprends les mots de l'ambassadeur d'Israël, c'était cette nuit à l'ONU, qui dit « Imaginez si l'Iran avait possédé l'arme nucléaire, ce qui serait passé ». Il faut prendre en compte cette inquiétude d'Israël, pas seulement d'ailleurs, sur ce que pourrait être d'ici à 2 ans maxi l'importance du nucléaire iranien. Oui, bien entendu. Bien sûr que le fait que le monde compte un État nucléaire de plus, et particulièrement quand il s'agit de l'Iran, bien sûr c'est un motif d'inquiétude, mais vous savez que ça fait partie du discours, comme on dit maintenant, du narratif israélien depuis le début. Ce sont les Israéliens qui ont poussé Trump à dénoncer l'accord du JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien. Ce sont les Israéliens qui, depuis le début, ont déclaré que le nucléaire, une arme nucléaire en Iran serait inacceptable, etc., etc. Donc ce sont eux qui absolument appuie sur ce message en disant c'est absolument inadmissible, c'est impossible, on ne pourra jamais accepter ça. Et c'est vrai qu'il y a un danger non seulement pour Israël, mais je vous rappelle qu'Israël a la bombe depuis un certain temps. Que ça serait aussi un motif peut-être de prolifération régionale avec l'Arabie saoudite qui, je crois, l'a dit ou au moins l'a laissé sous-entendre que si l'Iran disposait d'une arme nucléaire, eux aussi se lanceraient dans la course aux armes nucléaires, etc., etc. Donc effectivement, mais aussi ça rentre dans le jeu israélien qui pousse absolument, d'abord d'une façon générale, évidemment à empêcher que l'Iran dispose de l'arme nucléaire, mais aussi à faire de l'Iran son ennemi. Vous savez, l'épisode auquel on vient que l'on vient de voir à ce moment-là autour de l'attaque israélienne et de la réponse iranienne, ça ressemble à une comédie de théâtre, hein, c'est du théâtre. L'Iran a affirmé sa volonté de riposter, mais bien sûr en prenant la précaution de prévenir tout le monde qu'il allait lancer des missiles et donc de ce fait tous les missiles ont été arrêtés, etc. Donc de ce fait, mais je pense qu'on maintenant l'Iran est sur la voie du nucléaire et qu'on va avoir beaucoup de mal à l'empêcher à se doter de l'arme nucléaire parce que avec la rupture du JCPOA et le fait qu'on fasse de l'arme nucléaire l'arme de sécurité absolue, pourquoi voulez-vous que l'Iran ne dispose pas de l'arme nucléaire elle aussi, même si ça risque de mettre le feu d'une certaine façon, le feu aux poudres au Moyen-Orient. Voilà, donc c'est à la fois un motif d'inquiétude, mais c'est aussi, il y a là-dedans un enjeu qui est politique, tout simplement. Bien sûr, c'est pas simplement une question de stratégie, mais il y a du côté israélien manifestement un enjeu politique qui est très clair. Oui, parce que général, je vous ai entendu parler de théâtre, mais ça peut aussi devenir une tragédie, parce que si, dans mes souvenirs, on croit l'AIEA, il n'y a pas de raison de ne pas les croire, une bombe rudimentaire, c'est le nom qui est cité dans le rapport, c'est à l'aube de quelques mois, et la capacité de mettre du nucléaire dans une l'ogive sur un missile qui peut être tiré, ça c'est à moins de 2 ans. Donc on est d'accord quand même qu'il y a un risque. Chacun montre les muscles peut-être, chacun s'inquiète peut-être, chacun fait ou en fait un argument politique, mais il y a quand même une réalité. Oui, non, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. Ceci dit, il y a aussi derrière ça, quelque part, dire si vous nous poussez trop, on va finir par faire la bombe atomique. C'est aussi ça un peu le message, si vous voulez. Donc déjà, on a une prédissuasion avant la dissuasion. Mais ce qui est certain, c'est que si demain l'Iran avait la bombe atomique, il est certain que ça serait un chamboulement considérable au niveau des puissances qui sont autour. Parce que vous citiez l'Arabie Saoudite, on voit très mal l'Arabie Saoudite admettre, on parle beaucoup d'Israël, mais on voit très mal l'Arabie Saoudite admettre que l'Iran ait la bombe atomique. Ça serait un déséquilibrage complet. Donc ça, c'est un vrai problème. Pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est vrai que les accords qui permettaient de neutraliser la fabrication d'uranium enrichi, etc., c'était quand même plutôt quelque chose de bien. Et l'avoir arrêté, c'est quand même probablement une erreur. Il aurait fallu mieux continuer sur cette voie-là.